j'ouvre des guillemets. Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Il peut s'associer à tous les autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. Et je vais vous lire une autre petite phrase qui est un aphorisme de Brillat-Savarin. La qualité la plus indispensable du cuisinier est l'exactitude. Elle doit être aussi celle du convié, c'est-à-dire de l'invité, l'exactitude. Nous avons un exemple de ce que l'exactitude, la fantaisie, la créativité et le plaisir peuvent faire bon ménage ou bonne table. Ce sont donc les deux premières phrases que j'ai lues, ce sont donc des phrases, des aphorismes de Brillat-Savarin, qui les a écrites, dont le texte est paru en 1825, et vous connaissez peut-être Brillat-Savarin comme le nom d'un gâteau. Voilà, je vais ouvrir cette table ronde, j'en suis très heureuse. En même temps, c'est pas un sujet habituel pour moi. En même temps, j'ai découvert, en y réfléchissant un petit peu, que j'en avais le goût et que ça me mettait en appétit pour écrire des choses peut-être que je n'avais pas imaginé travailler auparavant. Premier point, j'aime beaucoup le rapprochement entre saveur et savoir. C'est la même famille de mots. Les savoirs ont une saveur. On l'oublie. Et surtout, ils n'ont pas de saveur quand on dit qu'un cours est insipide ou qu'on dit qu'on n'a pas envie d'apprendre quelque chose. En fait, on a peut-être en éducation un défi qui est de retrouver la saveur des savoirs. Et c'est ça, en fait, qui est important, me semble-t-il, dans la transmission. Ce n'est pas seulement transmettre des savoirs comme un bagage un peu lourd et encombrant, mais transmettre un goût pour ces savoirs. Et puis d'un autre côté, quand on est dans une école de restauration, d'hôtellerie, de gastronomie, eh bien, il y a des savoirs sur les saveurs qu'on fait goûter. Et c'est très intéressant, me semble-t-il, de retrouver le goût des savoirs par celui des saveurs. Alors ça me plaît beaucoup d'être ici. Alors le goût, c'est un des sens. Nous sommes supposés avoir 5 sens. Le goût, le toucher, l'odorat, l'oreille et la vue. Et puis, il y a, soi-disant, un 6e sens, le sens commun, qui nous permet de les relier. Évidemment, le sens commun, on l'entend aussi comme ce qui nous permettrait de nous relier. Et puis aussi, ce qu'on a perdu. On n'a plus de sens commun aujourd'hui, dit-on. Et puis le sens commun, c'est aussi quelque chose qui peut nous égarer et être un sens commun très illusoire, très, très sommaire. Alors, un philosophe se méfie un peu du sens commun sommaire, mais il aime bien trouver un sens commun critique, il aime bien construire du sens commun. Et un philosophe de l'éducation, ou une, en l'occurrence moi, peut être extrêmement intéressé sur la façon dont on part des sens pour construire un sens commun. On dit généralement, il y a un sociologue qui s'appelle Georg Simmel qui a fait une sociologie des sens. On peut mettre en évidence qu'il y a une dimension sociale dans l'expérience sensorielle. Il dit, le toucher, c'est une expérience intime. La vue et l'ouïe sont les plus publics des sens. C'est-à-dire qu'il y a une distance. Grâce à l'oreille, on peut entendre à un certain nombre de mètres. Et la vue nous permet de voir aussi. Donc, ce sont des sens qu'on exerce en gardant une distance publique et pudique avec autrui. Et l'odorat et le goût sont des sens qu'on exerce dans une distance matérielle,
intermédiaire entre l'intime et le public. On y est à quelques mètres ou à un demi-mètre. L'espacement des places à table nous permet de voir qu'on n'est pas collé, il ne faut pas être trop serré, il y a une juste distance pour une convivialité. Donc l'odorat et le goût sont des expériences dans lesquelles peuvent se construire des convivialités dans la familiarité, avec des gens qu'on connaît, mais aussi avec des inconnus. Et c'est pourquoi ils sont une expérience extrêmement intéressante, peut-être pour retrouver des formes, pour construire des formes de convivialité. Voilà. Alors, des sens pour retrouver des formes de sens commun, voilà qui m'intéresse beaucoup. 3 petites remarques sur des expériences ou 3 indications d'expérience. Quand j'étais petite, j'adorais aller au restaurant. Et en général, c'était invité par mes grands-parents qui invitaient toute la famille au restaurant. C'était exceptionnel, c'était une fête. C'était vraiment quelque chose qui m'émeut encore à l'évoquer. Et c'est donc quelque chose qui me relie à eux. Voilà. Deuxième exemple, deuxième expérience, j'ai été très intéressée par les témoignages sur votre site de jeunes cuisiniers à qui on avait dit faites un plat que vous connaissez, faites un plat de votre pays. Et on voit le très grand plaisir et aussi l'émotion de faire aimer ce qu'on aime. C'est dit vraiment par les jeunes cuisiniers qui font cela, qui font partager une saveur. Et là, on voit très bien dans cette expérience qu'il y a non seulement le plaisir du palais, comme on dit, de goûter quelque chose de bon et de nouveau, on va faire goûter quelque chose d'étranger, mais il y a vraiment le plaisir du partage, le plaisir de faire partager, de faire connaître ce partage. Et ce plaisir qui est redoublé du plaisir d'être reconnu et puis de voir quelque chose qui va être objet de louanges, mais de louanges qui concernent, auxquelles on a part, bien sûr, si on réussit le plat, mais qui est aussi décentré de soi-même, qui est l'objet qu'on partage. Et puis, troisième petite expérience, qui est aussi peut-être une expérience personnelle, qui est aussi pleine d'émotions pour moi, mais c'est le jour où j'ai fait un plat familial parce que la personne qui le faisait habituellement n'était pas là pour le faire. Et c'était quelque chose qui passait par ma maladresse ou ma mémoire ou mon invention et mon réagencement. Et puis le fait que je me dis, mais alors ça, est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut mettre ça? Il y a combien de sel, de poivre? Comment elle faisait? Comment elle a fait? Je ne sais pas. J'ai les éléments généraux de la recette, mais finalement, je ne sais pas tout. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de très extraordinaire dans la métaphore de la tradition. Une tradition ne se transmet que réinventée. Alors c'est certain que ce n'était pas le plat que faisait ma grand-mère, ni celui que fait ma mère. C'est le mien, mais c'est le leur. Et donc, il y a vraiment dans cette expérience, pour moi, quelque chose qui peut nous encourager à dire qu'il en est peut-être de même dans les autres expériences de transmission. Ce n'est pas intangible, et ça ne sera transmis et partageable que si l'on s'y met, et que si l'on accepte, que si de part et d'autre, on accepte qu'il soit transformé pour être partagé. Voilà. Alors, bon, je voudrais dire que, pour finir cette présentation, que c'est un plaisir simple, le fait de déguster un plat, mais c'est déjà un plaisir élaboré et c'est un plaisir qui peut avoir beaucoup de résonance, de retentissement et de déploiement. Il y a une belle polyphonie de sens dans le goût, dans la notion de goût. Alors, est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Je voudrais lire une petite chose de Brillat-Savarin encore, qui est de dire que dans la sensation du goût, il fait une analyse de la sensation du goût. Alors tout d'abord, il dit, il y a la sensation directe, il y a la sensation complète et il y a la sensation réfléchie. Alors, la sensation directe est ce premier aperçu qui naît du travail immédiat des organes de la bouche
pendant que le corps appréciable, c'est-à-dire la bouchée qu'on mange, hein, le corps appréciable se trouve encore sur la langue antérieure. C'est très technique, ça pourrait être quasiment chimique comme analyse. Voilà. La sensation complète est celle qui se compose de ce premier aperçu et de l'impression qui naît quand l'aliment abandonne cette première position, passe dans l'arrière-bouche et frappe tout l'organe par son goût et par son parfum. Enfin, la sensation réfléchie est le jugement que porte l'âme sur les impressions qui lui sont transmises par l'organe. Donc il y a vraiment une analytique, on pourrait dire, si on veut être un peu technique, hein, de la sensation. La sensation n'est déjà pas si simple. En plus, elle s'élabore et elle finit non seulement par convoquer un autre sens, qui est l'odorat, hein, le parfum, évidemment, on le sait bien, le goût et l'odorat sont très liés, mais elle finit par impliquer l'âme entière et finalement donc l'ensemble de la personne, corporellement, mais aussi l'âme, c'est psychiquement. Alors en fait, ça ne s'arrête pas à l'organisme ni au corps psychique même, de celui qui déguste. En fait, quand on partage un repas, alors on peut vouloir quelquefois le faire en silence. Il y a un personnage de roman policier qui s'appelle Montalbano dans les romans de Camilleri qui ne supporte pas qu'on lui adresse la parole pendant qu'il mange, pendant qu'il déguste, parce qu'il est tout à son repas. Mais on pourrait dire aussi, quand on a bien commencé à déguster, il n'y a rien de plus plaisant qu'une conversation. Et en fait, le plaisir de la table, il est pleinement un plaisir subtil du palais, un plaisir très individuel, mais il est aussi un plaisir qui nous conduit à parler éventuellement de ce qu'on mange, en appréciant, en disant une appréciation sur ce qu'on mange, mais aussi à parler de toute autre chose. Et donc, c'est un plaisir qui a des résonances, en fait, hein, dans d'autres sensorialités, mais qui conduit aussi au plaisir convivial, au plaisir de la compagnie avec quelqu'un d'autre, et au plaisir de parler plaisamment, ou autrement d'ailleurs, de toutes sortes de choses. Et donc, on peut voir là qu'il y a toute une expérience très pleine de convivialité et tout un ensemble aussi peut-être d'expériences littéraires que je vous engage à faire. Les descriptions de repas sont quelquefois délicieuses. Les descriptions de banquets sont extraordinaires et le banquet est une thématique philosophique. C'est un des textes de Platon où se tient une conversation philosophique sur l'amour et qui est portée par le fait qu'il y a le partage d'un banquet, d'une table. Et il y a aussi des très très beaux romans comme celui qui est intitulé le dîner de Babette ou Le festin de Babette, qui est un texte de Karen Blixen et qui a donné lieu à un magnifique film. Voilà, c'est donc le lieu de l'hospitalité, on pourrait dire, hein, qu'une table, hein, une table ouverte ainsi, qui peut partir d'une expérience sensorielle et nous conduire au plaisir intellectuel. Et je finis sur deux remarques. D'une part, les textes de chroniqueurs gastronomiques sont souvent des plaisirs d'esprit extraordinaires, subtils, très amusants, très courts et qu'on déguste, même si on n'a pas le repas à disposition. Et pour finir, un aphorisme de René Char que je goûte beaucoup. À tous les repas partagés en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure libre, la place demeure vide, mais le couvert reste mis. Je vous remercie.